un peu de ce piédestal qu'on a en France, que ce soit dans les écoles, que ce soit ailleurs. Par ailleurs, c'est une profession qui n'est pas estimée, ni, comme vous dites très bien, par les pouvoirs publics, ni par la population, parce que tout le monde se croit être architecte. Ben bon, c'est faux, vous me le prouvez. Je n'ai pas eu cette impression-là, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et puis, quand je vois la production, que ce soit celle de Rudy Ricciotti ou d'autres, ben, je regrette. Voilà, ça ne me satisfait pas. Je regrette. C'est nombriliste, ça manque d'humilité. Et moi, je pense qu'avant tout, l'architecte doit être humble. Voilà. Non, mais je comprends bien la posture de crucifixion que toute... Non, mais attendez, je comprends bien la posture de crucifixion inspirée par la verticalité religieuse du monde protestant, mais on n'en a rien branlé de... Je n'ai rien branlé de l'humilité, je n'ai rien branlé de la modestie, je n'ai rien branlé, absolument rien branlé. Je veux survivre, c'est tout, vous comprenez? Je veux survivre, je ne suis pas comme vous, c'est tout. Mais c'est tout, votre discours crypto-religieux ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas du tout, voilà. Et ne croyez pas que par votre attentisme, votre aspiration à la sagesse de type Disneyland vous faites évoluer le monde. Votre silence est complice. Votre humilité sent le soufre, votre humilité. Voilà. Mais Rudy, c'est moi qui devais te mettre en colère. On m'avait dit que je te mettais en colère. Merde. C'est raté, ça démarre. Voilà. Et nos accords. Oui. Non, mais l'éloge de l'humilité, c'est épouvantable. Ça sent la mort. Ça sent l'horizontale. C'est terrible. Cette espèce de rappel à l'ordre permanent lors d'une religiosité, celle qui nous coupe les couilles, qui nous coupe l'âme, il nous arrache le cœur, il nous arrache les poils, il nous arrache les cheveux, il nous découpe la tête. Mais restez avec votre pensée religieuse. Restez. Allahu Akbar, j'ai bien entendu. Merde à Dieu, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre? Oui, moi j'aurais une question. Ouais. Ah, une jeune femme ici? Non, j'aimerais quelqu'un de plus robuste d'abord. Oh, ça va, je l'ai. Et il est où? Je vois pas. Je suis là. Ah oui, bah, vas-y lui. Ça va aller. Il est costaud, On va se battre à armes égales. Non, moi j'aurais simplement une question. Après le livre, comment on organise la résistance? Il y a des parts très techniques du pamphlet qui abordent cette idée simple que si on veut faire des vrais bilans environnementaux, ce sont des bilans énergie grise, des bilans carbone sur l'ensemble du dispositif. On s'aperçoit par exemple que ceux qui mènent la barque de la prise d'otage, de la culpabilisation des autres, que sont les anglo-saxons, hein? Les anglo-saxons sont ceux qui sont dans l'empreinte environnementale la plus catastrophique. Ce qui est quand même intéressant, c'est que plus on va vers les riches, et plus l'empreinte environnementale est odieuse, chère madame. Voilà. Et que, du coup, je pense que si on veut, nous, les architectes, reprendre la main sur le processus de la réduction de l'empreinte environnementale, il faut peut-être revenir à un plaidoyer pour le recours à la main-d'œuvre, c'est-à-dire fabriquer des bâtiments qui, hors la vue de la préfabrication, par exemple, enfin, hors la vue du consumérisme technologique de composants, etc., de composants industriels, soient plutôt des bâtiments qui ont un capital main-d'œuvre, qui nécessite un capital main-d'œuvre très élevé. Je suis très persuadé qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que plus le capital, le besoin de main-d'œuvre augmente dans un édifice à construire, et plus l'empreinte environnementale, fait davantage l'empreinte environnementale réduit. C'est quand même intéressant. Peut-être d'être hors la vue du consumérisme technologique. Mais le problème, c'est qu'on nous a mis la tête au carré. La doctrine anglo-saxonne qui est faite d'un côté de l'idée qu'il faut pas salir chez soi, mais salir chez les autres. Hein, salir chez les autres. C'est-à-dire on travaille des composants à sec, des assemblages à sec, des chantiers qui font pas de bruit, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de bétonnière, mais des profils, de l'aluminium, du plastique, des trucs qui sont faits pour polluer la planète à l'autre bout de l'Allemagne ou de la ville concernée en Europe. Ben, quand même, je veux dire, c'est une manière de voir le monde qui est très particulière.
Et on peut essayer d'envisager de le voir un peu différemment, de revenir à des systèmes de proximité. Alors les matières de proximité, elles existent. Le béton en est un exemple frappant. Je veux dire, oui, la terre crue aussi, mais le bois aussi, le béton aussi. Tu vois, mais revenir à des attitudes où, par exemple, l'acier n'est utilisé que lorsque nécessaire, l'aluminium utilisé que lorsqu'utile, l'inox que lorsque c'est nécessaire, mais privilégier d'autres filières de matériaux. C'est ça, la résistance aussi. C'est une manière de filtrer le choix des technologies. Le choix des technologies. Voilà. Et on arrive à ce paradoxe de constater, par exemple, que les vertus linguistiques de l'architecture humble, de l'architecture modeste, les fausses vertus, évidemment, qui sont celles du minimalisme, comme version ultime et la plus accablante, tu vois, de l'impérialisme anglo-saxon, notamment germano-allemand, et enfin tout l'arc de l'Europe du Nord, passe par un consumérisme hystérique, par une empreinte environnementale catastrophique. Mais évidemment, dès l'instant où à la clé c'est plié par la posture de l'humilité, on s'en fout du bilan, tu vois. On s'en fout, c'est pas comme ça, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Mais la question, c'était comment on fait. Non, cela dit, pour revenir sur le monde anglo-saxon, il y a aussi cette approche qui a été dite, ce qui est assez sidérante, j'ai oublié qu'il expliquait, qui disait « Oh, mais finalement, on va plus facilement rendre écologiques les maisons américaines, qui sont des maisons isolées, avec des toits sur lesquels on pourra mettre des panneaux solaires à 0%, et dans lesquels on pourra aller de l'une à l'autre en Humvee ou en 4x4 quelconque. » Et effectivement, la chance de l'Europe dans ce combat, c'est certainement pas de pouvoir mettre des panneaux solaires sur tous les toits. La chance, c'est qu'on a déjà un tissu de villes denses. Parce que, à part le retour au circuit court, à la main-d'œuvre, qui fait l'économie de l'énergie grise au lieu de déporter la pollution et les gaspillages hors de notre vue, ce qui est en vue de l'Europe et ce qui est en vue de la France, c'est qu'on a la chance d'avoir des villes denses. Donc le deuxième combat, je crois, à part le retour à la masse et le retour au travail, c'est le combat constamment réitéré, alors c'est vrai, mais je crois avec patience, pour la densité que nous pouvons continuer. Et qu'effectivement, eux ne peuvent pas. Alors, c'est terrible de taper sur les anglo-saxons, mais dans l'approche anglo-saxonne, ma maison est positive et je peux donc aller au supermarché à 50 km de là parce qu'elle est très écologique. Il y a quelque chose qui est radicalement différent avec nos possibilités, nos propres possibilités d'être plus authentiquement,